Je suis ravie d'être ici avec vous. Je vais parler d'ADN, mais pas l'ADN dont vous avez l'habitude, pas l'ADN avec lequel on dirait que vous avez des similarités à vos parents. Non, ici je vais parler d'ADN, mais d'une position complètement différente. Nous allons regarder l'espace, la matière noire, l'espace intérieur, notre santé, nos cerveaux, et nous allons utiliser l'ADN à chaque étape. Et nous allons voir comment vous pouvez tous participer en tant que citoyens. Vous êtes déjà les plus grands experts sur ce sujet qui est votre corps et votre cerveau. Donc, voici Barb McClintock qui a vraiment développé cette matière au tout début. Elle pouvait détecter l'ADN avec les différentes couleurs. Donc voici un exemple où nous sommes en train d'essayer de détecter où l'ADN a des blessures. Mais mon collègue André Zucker est ici et Cady Freeze est aussi ici. On dit qu'on pourrait utiliser un détecteur pour nous aider à comprendre l'ADN. Nous espérons que ce nouveau détecteur va nous aider à détecter avec une précision atomique. On peut mesurer les coordonnées X, Y, Z avec de l'ADN. Et c'est parce que nous avons beaucoup amélioré la synthèse d'ADN. Pendant des années, il y avait une loi de Morse qu'on suivait et après ces 6 décennies de courbature Morse, nous sommes maintenant au coût de $2000 et il descend continuellement. Cela a mené à des normes de génome. Vous pouvez regarder ceci à la maison, quelles sont les normes du génome. Et maintenant, nous utilisons ces normes pour comparer vos génomes aux normes génétiques normales. Et les 6 milliards de paires de bases en fait, représente une énorme information. Si vous avez un séquençage de haute qualité, cela représente 4 mégabytes. Et après cela, en fait, il y a une expansion parce que nous sommes 7 milliards sur Terre. Et notre génome aussi change à travers notre vie. Notre système immunologique répond à tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Aussi, la précision. Donc, maintenant, nous avons une précision de 1 dans 10 millions pour votre séquençage génome, mais ça va, mais on pourrait l'améliorer. Ce qui est important, c'est comment on peut analyser ces données et pas que la précision. Et cela requiert de la participation de votre part. Si tout le monde dans la planète gardait l'information pour eux-mêmes, ils ne recevraient pas de la bonne attention médicale et ils n'aideraient pas les futures générations à trouver un lien entre les génomes et leurs traits. Donc maintenant, les données que nous recueillons maintenant est beaucoup plus abordable que dans les décennies passées.
Nous pouvons détecter maintenant à quoi répond votre système immunologique, et ceci d'une façon beaucoup plus abordable qu'avant. Il y a déjà des personnes qui sont en train de bénéficier de cette étude. Chaque personne est tellement différente l'une de l'autre, et donc dans tous ces cas, une personne avait un séquençage de génome et cela a changé leur vie. Peut-être qu'ils ont donné un échantillon de sang et ils ont compris quel était leur risque. Ou peut-être qu'ils utilisaient de la dopamine, du sérotonine, parce qu'il y avait un prognostic de maladie du cerveau qu'ils ont pu détecter avec ce séquençage génétique. Et ils ont aussi pu éviter des maladies grâce au séquençage génétique. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous rejoindre en tant que participant dans cette étude. Et vous pouvez aller au site personalgenome.org. Et vous pouvez cartographier votre génétique. En parlant de la cartographie, beaucoup des participants dans cette étude, c'est la seule étude qui est complètement ouverte au public et qui nous laisse partager les données. Nous faisons une cartographie de notre cerveau et vous pouvez voir ici mon cerveau à l'écran. Ce sont des tranches virtuelles, bien sûr, sinon ce serait un discours beaucoup plus intéressant si c'était des tranches réelles de cerveau, bien sûr. Et vous pouvez voir différentes parties du cerveau qui sont éliminées. Et on peut voir quand nous sommes en train de faire un grand effort ou quand nous sommes en train de nous reposer. Mais nous avons besoin de plus de résolution. Et ici, nous avons utilisé des tranches réelles de cerveau de souris. Mais les données sont difficiles à intégrer parce que pour obtenir toute cette information, vous devez utiliser des milliers de cerveaux. Nous voudrions le faire sur beaucoup de cerveaux, mais cela mène à des complications. Nous avons 4 choses que nous voulions mesurer et cela fait partie du projet dont Barack Obama a parlé. Nous voulons mesurer les RNA du cerveau et cela mesure la différence entre les cellules dans le cerveau. Nous voulons aussi mesurer l'héritage des cellules. Nous voulons aussi mesurer le numéro de connexion, de lien qu'il y a entre les différentes cellules. Et nous voulons aussi mesurer le nombre d'événements qui se passent et tous les messages qui passent à travers les cellules. Nous parlons de ceci dans l'ordre de pétabytes, 10 à la puissance de 15. Nous avons, beaucoup d'entre nous avons des électrodes dans leur système nerveux. Et il y a de la simulation qui est profonde dans le cerveau, par exemple pour l'épilepsie. Ici, nous avons des patients qui souffrent de l'épilepsie. Nous pouvons voir les pensées d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez voir la première tranchée où il y a des actrices. L'épilepsie, c'est vraiment très frustrant. C'est une maladie qui n'a pas de cure. Et les électrodes sont de quelques millimètres. Pour pouvoir décoder toutes les pensées, vous avez besoin de beaucoup plus d'électrodes.
Voici un autre exemple de comment on voudrait utiliser ce projet de cerveau. Je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà utilisé des électrodes et ici, voici une femme qui est handicapée et qui pendant plusieurs années n'avait pas de contrôle de ses bras et de ses jambes. Et pour la première fois, dans cette étude, elle avait des électrodes connectées avec un bras robotique qui a fonctionné. Nous voudrions faire en sorte que cela puisse fonctionner avec ses vrais bras aussi. Nous voulons avoir plus d'électrodes, une plus grande qualité et un impact médical réduit. Pour ce projet du cerveau aux États-Unis, nous utilisons de la neurotechnologie innovatrice. Le progrès dans le développement de ces électrodes a été très lent, mais nous espérons les réduire de taille pour qu'ils sont à l'échelle de nano. Et nous allons aussi utiliser du fibre optique. Donc ce serait beaucoup plus fin, mais nous avons vraiment besoin qu'il soit à l'échelle de cellules beaucoup plus petites qu'à l'état actuel. Voici un exemple de l'échelle des cellules. Il y a beaucoup de cellules ici sur cette diapositive et chaque point est une molécule marqueur. Et vous pouvez voir que les points rouges sont des molécules marqueurs. Et vous pouvez voir que au lieu d'être de 4 couleurs, ils sont maintenant seulement de 1 couleur. Quand nous voulons réduire de taille ces outils, vous ne pouvez même pas les mettre à l'échelle de nano, vous pouvez les mettre à l'échelle de molécules et vous pouvez voir que l'ADN typical CMOS circuitry, even after many years of Moore's Law improvement, as you see here. So we want to train. Donc, nous allons essayer un marqueur ADN de façon locale pour mieux montrer quelles sont les activités dans le cerveau. Donc, on pourrait avoir des senseurs avec de la lumière qui marqueraient l'ADN. Et donc, on pourrait au moins aussi synchroniser ces marqueurs à la lumière. Et que pour donner un exemple des ATP, eh bien, vous pouvez déjà les fabriquer maintenant pour en faire des marqueurs pour l'ARN. Et il s'agit donc d'un détecteur pour ces 3 niveaux différents. Que pouvons-nous donc faire? Ici, un exemple avec des ions. Donc, peut-être là, un dessin que je pourrais vous montrer. Pour les petites molécules telles que les ATP, nous pouvons donc prendre les marqueurs d'ADN qui serait situé sur une chaîne moléculaire et donc il pouvait produire peut-être plus d'erreurs que ce qu'il faut. Et cela nous permet ensuite justement de progresser grâce à ces erreurs. Donc par exemple pour le calcium, si on varie la variation de calcium, on peut, si on peut dire, augmenter ou améliorer le nombre d'erreurs produites. Donc, par exemple, les G et T qui peuvent être donc ensuite changés et donc cette erreur peut ensuite être repérée. Bon, ça, c'est plutôt aux ingénieurs d'ailleurs de le faire qu'à nous.
Donc ces données sont représentatives sur une des différentes voies que nous allons donc emprunter et ce qu'on va faire aussi au niveau nano. Et ce sera donc radicalement différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent et cela introduira des grands changements. Donc nous avons l'ADN comme détecteur pour des particules exotiques dans l'univers, mais aussi comme détecteur pour de la recherche participative. Et on peut aussi apprendre sur soi-même, sur son biome, donc les différentes parties de votre corps, comme elles se transforment sur le temps, et aussi comment vous réagissez à certains allergènes. Et ensuite, quand on regarde vraiment à l'intérieur du cerveau, l'ADN pourrait être une partie, faire partie des nouvelles technologies. Et donc surtout dans le domaine de des neurosciences. Je vous remercie de votre attention.